Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Ficelle. Alors aujourd'hui, on mixe les deux équipes, la partie Ficelle France, la partie Ficelle Europe. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on fait le débrief de cette Eurobasket 2022. Évidemment, on parlera de l'équipe de France, de sa performance jusqu'en finale de cette médaille d'argent et de la performance, évidemment, face à l'Espagne, nos ennemis jurés. Mais on parcourra aussi les autres équipes que vous pourrez, qu'on a pu observer pendant cette Eurobasket. Hein, évidemment, des surprises, des déceptions, des joueurs, des coups de cœur. On va parler un peu de tout ça avec Fred, avec Christophe et avec Adrien. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Salut. Alors, les gars, je pense qu'il est hyper important. Le premier sujet, la plus grosse partie de ce podcast, évidemment, ça va être de parler de l'équipe de France. Évidemment, on a tant de choses à dire, que ce soit le roster, la composition de l'équipe, les remplaçants, le style de jeu, les performances, la chance qu'on a pu avoir pour passer jusqu'en finale, parce qu'évidemment, on a été des miraculés. Hein. On ne peut pas parler que de chance, mais il y a eu de belles circonstances. Donc, on va pouvoir débriefer tout ça. Et ce que je vous propose, peut-être, peut-être à tour de rôle, c'est de donner un peu vos satisfactions sur cette équipe de France et ce que vous avez pensé du style de jeu proposé par l'équipe de France sur cette compétition. Fred, je ne sais pas si tu veux te lancer pour nous partager tout ça. J'étais là lors de la preview, et de la preview, j'avais dit s'il y a une médaille, l'Euro est réussi. Donc je ne vais pas me dédire. Oui, l'Euro de l'équipe de France est réussi. Malgré l'énorme déception sur la finale, malgré le sentiment que j'ai que cette finale, on doit pouvoir la gagner, parce qu'on fait tellement d'erreurs, sans coller à qualifier des pertes de balles de poussin lors du retour des Français à Paris ce lundi. Voilà, donc malgré cette énorme déception, pour moi, l'équipe de France a réussi son Euro globalement. Après, oui, beaucoup de choses qui n'ont pas été. Ces pertes de balles à répétition qu'on n'a jamais réussi à changer sur l'espace de 15 jours. Des ballons qui vont jamais à l'intérieur. Je commence par ce qui va pas, hein, tu remarques. Des ballons qui vont jamais à l'intérieur ou presque. Et voilà, et puis après un Evan Fournier un peu seul au scoring, même si Gershon Yabusele a secondé et un peu isolé, qui a forcé un petit peu. Donc voilà, ça c'est ce qui a crispé un peu pendant Ouais. 15 jours. Après, oui, il y a deux Tu miracles. peux accentuer aussi parce que j'ai vu que tu commençais par les choses qui allaient bien, Fred. Tu peux accentuer sur le fait qu'il n'y avait pas de rebond quasiment offensif, qu'il y avait un joueur intérieur qui jouait en passe, en tête de raquette, que évidemment Evan Fournier a forcé et a été extrêmement inconstant. Hein. Il a fait des belles performances, puis il y a d'autres matchs où il est passé au travers. On a eu de la main qui a commencé progressivement. Hein. Hurtel n'était pas aussi fort au début de la compétition, il est monté en puissance. Et évidemment, heureusement qu'on a eu Tarpey, quoi. Oui, non, mais voilà, j'arrivais aux satisfactions. Oui, à Thierry Tarpey, il y a la satisfaction de n'être jamais mort finalement, parce que voilà, dans tous les matchs, hormis peut-être l'Allemagne sur le premier où on fait vraiment un mauvais match, et puis la Hongrie au premier tour où on se relâche. Voilà, on n'abdique jamais, et c'est ce qui permet aussi d'aller chercher cette qualification en quart, puis cette qualification en demi. Donc c'est sur le résultat brut, c'est un bon résultat malgré la défaite en finale. Sur le comment et le pourquoi, il y a tellement de péripéties dans cet Euro que c'était up and down. Voilà, on n'a pas eu la constance nécessaire pour mériter l'or, à mon sens, pour avoir l'or. Mais avoir une médaille d'argent devant plein d'autres équipes qui se sont crassées. Finir deuxième, donc c'est-à-dire deuxième meilleure équipe européenne, c'est une très belle performance. En revanche, finir deuxième alors que les prétentions affichées par certains joueurs de l'équipe de France étaient la médaille d'or, c'est décevant. Et puis le style de jeu affiché et de s'en sortir en quart et en demi, non, en huitième et en quart, en prolongation, montre qu'on a été dans le dur face à des équipes qui ne sont pas forcément dominantes. Et heureusement qu'on n'a pas croisé la Serbie ou la Slovénie. Parce qu'à mon avis, on serait C'est sorti. capable de se faire éliminer. Hein. Oui, c'est vrai, mais on serait sorti, à mon avis, peut-être un peu plus tôt. Christophe, qu'est-ce que tu penses de cette équipe de France et de cet Eurobasket pour la France ? Effectivement, il y a les deux façons de voir les choses. Une médaille d'argent, c'est évidemment chouette, c'est un bon résultat. C'est dans la continuité de l'été dernier. Mais on ne peut pas s'empêcher quand même d'être un peu
triste de ne pas avoir pu combattre vraiment en finale, c'est-à-dire de ne pas avoir réussi à produire un jeu qui aurait pu nous amener à avoir une chance de battre les Espagnols, parce que moi, je ne voyais pas gagner en finale. Euh, C'était une fois de plus, le jeu pratiqué par les Espagnols était au point et parfaitement au point pour nous contrer. Et ça s'est malheureusement passé comme ça. Scariolo, une fois de plus, nous a appris comment gagner une finale. Euh, alors on est comme disait Fred, on est passé par, c'était en dents de scie, hein. On n'a pas cessé d'être hypé par cette équipe de France, puis déçu, puis on était content, puis déçu. On espérait que les choses, que le jeu produit s'embellissent, mais au final, les lacunes qu'on a vues même pendant les matchs de qualification pour la Coupe du Monde, là, avant l'Euro, bah, on les a gardées, hein. C'est-à-dire de l'inconsistance, un jeu poussif en attaque, asthmatique, je dirais, des pertes de balles, toujours ce même début de système qui finalement est assez lisible. Alors, alors finalement, on peut se dire on est en finale, et c'est super parce que c'était presque inespéré avec une qualité de jeu comme ça. Euh, voilà. C'est Scariolo qui gagne la finale. Je reviens sur ce que tu disais. Tu trouves que c'est Scariolo qui gagne la finale? Bah, tactiquement, ouais, une fois de plus, je trouve que il a pas un effectif XXL, et j'ai l'impression que tactiquement, il a une fois de plus compris comment nous battre. Euh, comme il y a un an en match amical qui n'en était pas vraiment un à Bercy, là, quand l'Espagne a battu la France, J'y étais. j'y étais aussi. Et heureusement qu'il y avait les filles pour nous Ouais, remonter le moral, parce exactement. que voilà. Alors cette fois-là, il y avait 2 colos quand même, mais Alors, moi, j'aimerais bien juste revenir sur un truc sur Scariolo. Est-ce que c'est Scariolo qui sait comment nous battre ou est-ce que c'est nous qui ne savons pas battre Scariolo? je pense qu'il y a une adaptation. Il sait ça, enfin, il a une qualité, c'est de bien préparer le match et aussi de s'adapter. Peut-être plus vite que Vincent Collet aux circonstances de match et à ce qu'on propose en fait. J'ai l'impression que il est toujours, si on le regarde, il est toujours dans le conseil à ses joueurs. On sent qu'il peaufine au fur et à mesure du match, il continue de peaufiner son jeu et c'est beau à voir, hein. C'est beau, c'est du beau basket, hein. Ça a beau être des joueurs dont certains on ne les connaissait pas, ben ils jouent juste. Ça joue très juste. Alors là, en plus, il y avait Juancho Hernández Gomez qui a fait le match de sa vie en termes d'adresse, mais je suis pas sûr que si ça n'avait pas été lui, ça n'aurait pas été un autre, quoi. On va, Voilà. Match on parfait, va hein. donner, Fred et Christophe, je pourrais vous laisser parler 2 heures, mais on va quand même laisser parler la parole à Adrien qui sagement patiente sur le côté comme ça. Vas-y Adrien, donne-nous ton avis un peu sur ce jeu de l'équipe de France, sur la performance sur l'Eurobasket, et est-ce que pour toi c'est une réussite cette médaille d'argent? Bah, perso, pour moi déjà, le miracle en soi-même, c'est qu'on soit sorti d'un groupe où il n'y avait que des grosses équipes, avec l'Allemagne, la Slovénie, la Lituanie. Déjà ça, en soi, c'est une perf. Maintenant, en ce qui concerne la façon de jouer, je trouve qu'en huitième et en quart, on s'en sort très bien. On a eu beaucoup de chance que Haussmann rate ses lancers francs sur une antisportive. Déjà, ça nous a sauvés. On a eu aussi beaucoup de chance contre l'Italie. Là, pareil, hein, Fontecchio qui rate les lancers. Mais moi, ce qui me dérange, c'est notamment le fait que des fois, on laisse des joueurs en face prendre feu face à nous et nous mettre des shoots à 3 points sur la truffe, quoi. J'ai noté, voilà, hein, Tuncher pour la Turquie, il fait un match, il met 22 points, il fait 6 sur 10 à 3 points. Les Italiens, c'est pareil. Ils ont au moins 3 joueurs qui ont planté plus de 4 shoots à 3 points face à nous, avec Fontecchio, Spissou et Datome. Et contre l'Espagne, bah alors là, Juancho Hernan Gomez, il fait carrément 7 sur 9 à 3 points. À un moment donné, il faut arrêter, quoi. Il faut défendre sur les shoots extérieurs. Et quand je vois qu'en plus de ça, on perd énormément de ballons, bah en finale l'Espagne, ils se sont régalés, hein. J'ai noté, voilà, l'Espagne en finale, déjà, ils scorent 35 points sur tous les ballons qu'ils ont récupérés face à nous. 20 pertes de balles, hein, 20 pertes de balles, ou 19, je ne sais plus en 19. finale. 19, ouais. 19, 9 seulement pour l'Espagne. Et eux, ils font 12 interceptions, on n'en fait que 3 seulement. Que 3 seulement.
Donc, ouais, c'est énorme qu'on soit allé en finale dans un Euro où beaucoup de prétendants ont été éliminés, ça c'est clair. Mais l'Espagne nous a dominés. Et je le dis honnêtement, l'Espagne en finale, évidemment, comme tout le monde, je suis déçu. Mais à la fin, à 4 minutes de la fin, c'est terrible de me dire que je me dis, bah, on a perdu, quoi. On a perdu. C'est-à-dire que j'ai tweeté, on a perdu. Il était 4 minutes de la fin du match. Les Espagnols ne nous ont pas écrasés de 20 points, même si avant la mi-temps, ça aurait pu être le cas. On s'est bien rattrapé. Mais je veux dire, au final, ils nous ont dominés. Et Scariolo, ouais, Scariolo, pour moi, il domine Collé en termes de coaching, hein, clairement. C'est marrant parce que sur un groupe WhatsApp, juste avant la finale, il y avait Vince qui disait ouais, Scariolo meilleur que Collet. De toute façon, cette finale, c'est quasiment perdu, et tout, etc. Je me dis, attends, mais sois positif, il faut y croire, même si c'est compliqué, il faut espérer. Et puis, on ne sait jamais, Collet peut-être trouver la bonne stratégie, le bon style de jeu, etc. Et ben, en fait, non. Non, non, puis, Tout s'est vérifié. Mais je trouve qu'on est très sévère avec cette finale Mais, parce que l'Espagne fait un match parfait. mais Ils mettent, en première mi-temps, ils mettent que des shoots de l'espace. Que des shoots de l'espace. Alors oui, on défend un peu il te manque, trop, Fred, il manque de trop mal. l'intensité défensive, zéro. Attaque, zéro. Les seuls moments où on a vu de l'intensité défensive, c'est quand Teddy Tarpe est rentré et on a vu, hein, il est sorti au bout d'un quart d'heure, il était cuit parce qu'il avait tout donné. Et c'est le seul moment où on a vu les Bleus revenir. Et puis après, on reprend des claques. Donc, oui, Tu reviens une fois à -3. Tu reviens une oui, fois. c'est Moi, la seule fois. le tournant, Ça- il est à 68-61. Mais Tu es en attends, train de revenir. Tu as une faute antisportive, tu as une possession et tu fais n'importe quoi en attaque. Et tu prends un 3 points de l'autre côté non, sur une mais balle perdue encore. Tu sentais que c'était un tournant. Ouais. Yabouzélé, il fait 2 pertes de balles quasiment coup sur coup. À un moment donné, il fait une passe qui va en touche et une autre où Hurtel peut pas prendre la balle parce qu'il est collé à un joueur espagnol et Yabouzélé lui fait une passe, on ne sait pas pour qui et ça finit en touche. Et c'est 2 pertes de balles coup sur coup. Au lieu d'être à -3 et jouer potentiellement le match, on se retrouve en à peu près 40 secondes à -12. Mhm. Ah ouais, Mais c'est juste c'est pas pour ça que je possible, suis quoi. frustré. C'est que on fait tellement d'erreurs, mais franchement, et les joueurs le savent. Enfin, tu vois, des erreurs qui ne peuvent pas arriver en finale. Que franchement, ce match-là, il était 100 fois gagnable. Tu peux me dire, les Espagnols, ils ont un super fond de jeu, un machin, un truc. Ils Je nous pense ont qu'ils ont profité de dominés. nos maladresses. Oui, bien sûr qu'ils profitent de notre maladresse. Mais on peut le gagner. On peut le gagner si à la fin, on arrête de faire des bêtises. ouais, Mais Ouais, mais on c'est n'est Mais jamais, on n'est jamais à ce moment. oui, mais honnêtement, on sentait que là, on allait continuer à en faire des bêtises. Enfin, C'est vrai. il y avait une espèce de. Je suis comme Adrien, moi, à 4 minutes de la fin, même si basketement parlant, c'est encore faisable. Tu sens qu'eux, ils vont pas faire de conneries, espagnols. Ils vont pas lâcher le match. Et pour revenir sur Hernan Gomez qui allume à 3 points, on a, et ça, c'est pas nouveau, ça date d'il y a bien longtemps, on a toujours du mal face à ces équipes qui prennent feu à 3 points. Même des petites équipes. J'en ai vu des fois en difficulté contre la Belgique, la Finlande, il y a longtemps, hein, pas celle de cette année. Dès que ça allume, on a vraiment du mal à défendre, à arrêter Ouais, mais parce le qu'on jeu de défend 3 points. pas haut, et parce qu'il n'y a pas de l'intensité, de la Mm. forte intensité sur Oui, le porteur de On le balle. fait en première mi-temps contre l'Italie. Contre l'Italie, en oui. première mi-temps, la défense, Ah, c'était mais super. attends, tu peux pas. On Attends, on le fait une mi-temps sur toute une compétition. Mais après, attendez, là, on est sévère parce qu'il y a la déception qui parle, parce qu'on Mm. attendait aussi beaucoup, parce qu'au vu des discours et de tout ce qui avait été annoncé, des ambitions des uns et des autres, on se disait, bon, allez, vas-y, ils vont y aller, ils vont taper. Puis les premiers matchs ont apporté un lot de déception assez fort. On s'est dit, mais en fait, l'équipe de France, elle n'est pas si forte que ça et ça va être plutôt galère. On les voit arriver en finale, on se dit, oh, il y a peut-être quelque chose qui peut se faire. Et c'est vrai que c'est dommage de voir qu'en 15 jours de temps, ils n'ont pas pris sur eux de faire attention à leurs pertes de balles juste, je pense que les pertes de balles, il y en a eu 19 en finale. Je pense que tu en fais 10 de moins. Tu es dans le coup. Et je pense que tu prends pas les 20 points à la mi-temps, quoi. Ouais, Ou parce que quasi. les Espagnols marquent 35 points sur balle perdue, donc effectivement, ouais, ça Donc change tout. rien que ça, hein, tu aurais pu continuer avec ta défense comme tu l'avais, ton attaque comme tu l'avais, tu limitais juste tes pertes de balles, tu étais plus sérieux sur la perte le fait de garder la balle. Alors évidemment, hein, les Espagnols, ils ont mis la pression, ils ont défendu comme il fallait pour nous provoquer et nous pousser à ces erreurs-là. Hein, il faut le dire aussi, il faut le reconnaître. Mais rien que ça, c'était le point sur lequel tu pouvais te dire, bon, en fait, Vincent Collet et son staff, ils vont
se focaliser là-dessus sur les 15 jours, quoi. Chaque match, il y a eu entre 12 et 19 pertes de balles. Et apparemment, Ouais. ils ont bossé là-dessus, en fait. Il paraît-il qu'ils se sont pris la tête pour essayer d'améliorer les choses, mais force est de constater que ça n'a Et pas c'est là où marché. c'est là où tu te dis, bon, évidemment, l'absence de Nando De Colo, Mm. voilà, elle est criante. L'absence de Nicolas Batum sur le fait de rassurer, de calmer le jeu, de mettre en place des systèmes, de garder la balle, etc. Son expérience, évidemment, les 2 joueurs, ils ont manqué. Mais ça, on le savait déjà avant. Ils n'ont pas été là pour les matchs de qualification à la Coupe du Monde. Ils n'ont pas été là sur les matchs amicaux. Ils n'ont pas été là sur les premiers matchs de poule. Donc, ça fait quand même beaucoup de matchs pour commencer à se roder et à s'habituer au fait qu'ils ne soient pas là. On ne peut pas en parler jusqu'en finale ou en disant ah ouais, mais l'absence de Nando De Colo, ça pèse. Mais tu vois, on savait, Evan Fournier, lundi, quand l'équipe de France est revenue, on lui a posé une question sur ça. Il lui a dit qu'il en avait marre de parler de Colo et de Batum. Il a raison. Ils n'étaient pas là, on le savait. Ah ouais, bien Terminé, en sûr. fait. Voilà. Après, on fait autre chose. Donc, il fallait trouver d'autres solutions dans ce cas-là et on n'a pas réussi à les trouver. Et Ouais, après, vas-y, Adrien. mais juste pour dire, quand je vois Mousfal, il a joué que 6 minutes, alors que pour moi, Mousfal, in the paint, il a une présence beaucoup plus dissuasive dans cet Euro que Gobert. Gobert, là où je dis pas, il a été décisif dans pas mal de matchs. Hein. Mais j'ai trouvé qu'il aurait pu être beaucoup plus dissuasif in the paint par rapport à sa dimension défensive. Et après, tu te dis, tu es en finale de l'Euro, il y a des choix à faire. Tu te dis, est-ce qu'il n'y a pas des trucs à tenter? Amatemba, il n'a pas eu une seule seconde de temps de jeu dans cette finale. J'aurais Ouais. bien voulu voir ce qu'il aurait pu donner. Et Et c'est pour comme, autant, c'est comme à un moment, Fall, c'est il a comme à été un plus moment percutant. donné. Hein. Il a été plus percutant que Gobert, Fall, en finale. Hein. Pour le L'impression peu que j'ai eue. Hein. le peu de ballons qu'il a reçus, en Oui, plus. oui, mais j'ai trouvé qu'en défense, il avait été beaucoup plus dur en défense que l'a été Gobert sur les Espagnols. Et J'étais- puis, je- c'est comme à un moment donné, je regarde le 5, sur le terrain, il ne met pas les 2 tours jumelles. Quoi. Je veux dire, tu mets de la taille dans la raquette, tu sais que les frères Hernan Gomez, ils vont peut-être être dissuadés de scorer déjà in the paint. Tu vois? Ah bon, quand tu vois que l'autre, il en met 7 sur 9 à 3 points. Ouais, Hein. Ouais, aussi, ouais. c'est C'est un vrai qu'il en problème a mis compliqué. des sacrés. Euh, C'est pas en défense que tu vois, les pivots, ils m'ont déçu, moi. Et c'est en attaque où on n'est jamais arrivé à leur donner un ballon et ça nous a tué le jeu d'attaque aussi. Franchement, mais les ballons qui arrivaient en bas, Rudy, je suis étonné que voilà, il n'ait jamais tenté un petit skyhook ou un truc où il n'y ait pas besoin d'essayer de dribbler, de partir et que ça complique son jeu, quoi. Et voilà, les intérieurs français, on ne pouvait pas ou quasiment pas leur donner le ballon de haut panier. Et on a souffert de ça tout l'Euro, de ne pas avoir cette alternance-là, de essayer de poser un peu le ballon en bas pour voilà, écarter et faire autre chose. Et c'est ça aussi qui fait mal à Evan Fournier. Hein. qu'est-ce qui, selon toi, fait qu'on n'a pas pu donner la balle en bas? Est-ce que c'est le système prôné? Est-ce que c'est un manque de qualité en termes de passe? Est-ce que c'est les intérieurs adverses qui étaient vraiment trop présents et qui savaient exactement comment jouer face à nos intérieurs et qui les ont empêchés d'être en bonne position? Bah, c'est sûr que déjà, un Rudy Gobert, il est moins. C'est plus difficile de le mettre en valeur qu'en NBA sur les attaques. Tu n'as pas l'arrêt des 3 secondes défensives, donc tu as du monde. C'est dur de le lancer vers le panier, c'est dur de lui donner le ballon. Après, on a essayé, mais on l'a essayé à chaque fois dans des conditions qui étaient folles, quoi. Avec 3 mecs autour, il essayait de se récupérer le ballon, il se faisait prendre tout de suite à 2, il fallait ressortir. Enfin, je conçois que c'est pas simple et qu'il y a besoin d'un travail énorme collectivement pour mettre ces pivots en situation et que le temps que tu as avec l'équipe de France n'est pas forcément suffisant pour que des gens qui sont pas habitués à jouer ensemble, parce que ça aussi, à part un gros 5, 6 qui avait l'habitude derrière, tu sentais que sur les 5 qui étaient mis en place, des fois ça marchait, des fois ça marchait pas, mais tu sentais qu'ils n'avaient pas forcément l'habitude de jouer ensemble. Il y a quand même le sentiment finalement de gâchis, parce que sur nos pivots, on était sacrément armés hein, pour cet Euro, et on en ressort avec le sentiment qu'on les a pas assez utilisés. Voilà, sur le papier, c'était une sacrée armada, hein, ce jeu intérieur, mais au final, voilà, on est un peu, déçus. On reste sur notre fin. Surtout avec Fall qui est quand même assez présent en Euroleague à l'intérieur, avec Gobert qui est quasiment le meilleur défenseur de l'année
En NBA, c'est vrai que tu te dis, bon, voilà, ça va y aller, quoi. Tout à fait. Fall, l'Olympiakos peut lui dire Poirier, très merci. très bien. Ouais, Et et Poirier est Poirier fait très une très super gros. saison. Ouais. Voilà, en Euroleague, on a vraiment ces deux pivots qui sont dominants, hein, qui ont fait une très belle saison. Et finalement, là, c'est beaucoup moins bien qu'il y a un an. Alors, on en parle, on débriefe cet Eurobasket un peu à froid, hein, puisque le match était dimanche en fin de journée. On est mardi soir, donc on a eu le temps de digérer un peu tout ça. Il y a beaucoup de la déception de ne pas avoir vu pardon, du beau jeu, de ne pas avoir vu une belle finale, parce qu'il y a quand même 2 matchs où on passe complètement au travers, hein, l'Allemagne et l'Espagne. Alors, on passe pas complètement au travers, mais on est quand même largement dominé. Donc, il y a de la frustration qui parle, mais c'est vrai que le parcours des Bleus, on ne pensait pas qu'ils iraient jusqu'en finale au début de l'Eurobasket. Ils avaient quand même beaucoup d'adversité. Si la Slovénie ne se fait pas sortir et est sur notre route en, demi, bah, je ne suis pas certain qu'on passe les demi, par exemple. Enfin, si tu mets des si, Ah bah, si tu peux... Haussmann met les 2 lancers, c'est terminé, hein, donc c'est voilà. ça, non mais c'est ça. Non mais c'est ça, tu peux mettre des si partout, on est Moi, j- d'accord. Moi, j'étais pas inquiet de retrouver la Slovénie éventuellement en demi. J'aurais eu plus peur de tomber sur la Serbie, en fait. La Slovénie, je pense qu'effectivement, on voyait Lucas qui était de plus en plus, qui tirait sur la corde. Et je pense qu'on aurait pu les battre. On a fait un bon match d'ailleurs contre eux en poule. Je le voyais passer contre la Slovénie. Et Jokic, il nous aurait mis la misère, hein. Ah, Djokic, par contre, là, ça aurait pas été la même. Surtout que autour, il y avait de quoi faire. Alors, messieurs, on a parlé de la performance de l'équipe de France, on a parlé de leur parcours, on a parlé un peu des matchs qui étaient satisfaisants ou pas, les miracles, la déception globale sur cet Eurobasket, même s'il y a eu cette médaille d'argent. Maintenant, si on s'attaque aux individus, à l'individualité, quels sont les joueurs, les 2 joueurs, on va dire, qui vous ont le plus marqué, qui vous ont le plus séduit sur cette compétition, et ceux qui ont un peu sous-performé, ou en tout cas sur lesquels vous êtes un petit peu déçus sur cet Eurobasket? Fred? Il n'y a pas de débat sur Terry Tarpey, ça c'est sûr, voilà. C'est une évidence, absolue, si vous m'aviez dit il y a 5 ans, Terry Tarpey, il sera en équipe de France à l'Euro 2022, et il sera un joueur essentiel de l'équipe, bon, j'aurais fait OK, ça me surprend un peu. Donc ouais, Terry Tarpey incroyable. Je l'ai vu, en vrai entre guillemets «à Bercy», contre la République tchèque un peu avant l'Euro, et effectivement il y avait, quelque chose d'assez fou qui se dégageait de l'activité de Tarpey. Voilà, le reste, pour moi, était au niveau attendu ou au niveau en dessous. J'ai un seul plus, c'est Tarpey. Les Et Gershon t'a pas séduit? Gershon m'a séduit, mais ça me surprend pas, si tu veux. Après, Je effectivement, il était à son niveau, mais Voilà, il j'attendais a quand même été une belle Yabusele, performance. la performance est très belle, mais j'attendais Yabusele compte tenu de sa saison, compte tenu de l'absence de Nico Batum à son poste, j'attendais Yabusele en numéro 1 au poste 4, et voilà. Allez, Tarpey plus et Yabusele plus, ça te va? Ça me va parfait. Ça me va parfait. Et sur les 2 joueurs qui t'ont le moins séduit, alors évidemment, tu me disais qu'ils étaient au niveau attendu ou un petit peu en dessous, mais tu as forcément des gens qui ont été en dessous de la performance sur laquelle tu les attendais. Timothée Luwawu-Cabarrot, je trouvais que son Euro avait été très, très difficile. À l'aile, alors qu'on l'attendait, voilà, dans la lignée des Jeux olympiques. Et puis, j'ai pas vraiment d'autres déceptions. Après, tu peux pas, c'est difficile de juger des Okobo, des Malédon, des Mbaye, voilà, qui ont vraiment été au bout du banc, même si Bah, Okobo a eu un peu de temps de jeu. tu peux juger du Albisi, tu peux juger du Thomas Hurtel, même si sa seconde moitié d'Eurobasket a été meilleure. Tu peux très bien estimer qu'il aurait dû être au-dessus. Ah, il a fait du Thomas Hurtel, il fait exactement ce qu'on connaît, de Thomas Hurtel, donc je peux pas te dire, qu'il a été moins bon que ce que j'attendais, puisqu'il a fait exactement ce que j'attendais de lui. Avec, voilà, défense, il s'est un peu donné de temps en temps, mais il y a des trous, et en attaque, bah, il nous a sauvé un match, donc Ah, et un match important. je te pose les questions, Fred. Mmh. Ton avis. Bah, je te Christophe? réponds. Christophe? Eh ben, je vais pas être très original, hein. Moi, c'est Tarpey que je mettrai en plus. Ça fait des mois, depuis les fenêtres internationales, où je me dis que on a besoin d'un joueur comme ça, un joueur qui rentre, et c'est systématique, hein, quand vous le voyez rentrer, il apporte quelque chose de positif, une interception, un rebond, il relance une contre-attaque, une passe, enfin, il est partout.
et le voir de plus en plus prendre sa place jusqu'à être titulaire, je trouve que c'est tout à fait normal et je suis Et très, c'est très le, fier. c'est le, c'est le seul qui est en évaluation positive sur la finale, hein. Ouais. En plus ou moins Et, positif. ouais, et je crois que si on remonte sur toutes ses participations en équipe de France, il doit y avoir d'autres matchs où c'est le cas. Voilà. C'est plaisant à voir jouer quelqu'un qui mouille le maillot euh, comme Bah, ça. c'est typiquement le genre d'attitude que tu as envie de voir dans une équipe. Alors évidemment, une telle intensité défensive, une telle présence sur l'homme, etc., ça coûte forcément sur la partie offensive, hein. On peut pas être bon forcément à 100% sur les deux côtés du terrain. Mais c'est vrai que quand tu as des phases où tu as besoin de faire des stops, tu as besoin de récupérer le ballon, tu as besoin de limiter le scoring adverse, d'avoir des joueurs comme Tarpey, c'est un vrai atout dans ton 5, effectivement. Ouais. Et puis Gershon Yabusele, qui, dans la continuité de ces 2 saisons d'Euroleague, est en progression constante. J'ai même été agréablement surpris de son adresse à 3 points. Pour moi, il était beaucoup plus inconsistant à 3 points. Mais là, il a vraiment été très solide. Son début de finale a été un peu compliqué, mais il est revenu. Il est revenu dans le match. Donc, c'est vraiment un titulaire indiscutable de l'équipe de France. Franchement, ces deux tirs mi-distance, il m'a fait peur, hein. Je me suis dit, c'est le money time. Enfin, en tout cas, il y a besoin de scorer pour rester au contact des Espagnols. Je l'ai vu tirer mi-distance à 2 fois. Je me suis dit, non, surtout pas le rater, surtout pas le rater. Il a scoré les 2 fois. Donc, ouais, il a été au rendez-vous Ouais. sur ça aussi. Et globalement, c'est peut-être son moins bon match quand même, la finale, malheureusement. Je sais pas si c'était le fait de croiser les Espagnols. Après, en flop, Fournier. Moi, je n'ai pas trouvé qu'il avait un impact si important que ça. Alors, du coup, ce qui va avec, c'est qu'il n'a pas trop forcé, sauf à certains moments. Mais je m'attendais, on le présente comme le scoreur de l'équipe de France, ce qu'il n'est pas. Ce qu'il n'est pas. Et on voit que l'absence de Colo, enfin, Nando De Colo n'est pas remplacé. Donc Fournier, j'étais un peu déçu en attaque. Et Timothée Leo Cabarro aussi m'a déçu. Je le voyais plus fort en défense, plus impactant. Vraiment, ça a vraiment été de temps en temps quelques actions d'éclat, quelques pénétrations, mais sinon, il m'a déçu. Voilà. Adrien, du coup, à ton tour. Bah, écoute, la même, hein, la même que Tarpé, Monsieur Energizer, quoi. Décisif sur pas mal de phases en défense. Il prend des rebonds, il fait l'interception qu'il faut au moment où il faut. Il y a Buzélé aussi, même si je trouve dommage qu'il soit passé à côté de sa finale, notamment, même si à un moment donné, dans le match, il s'est réveillé. Et après, en ce qui concerne les flops, ben, c'est vrai que Fournier, moi, je trouve qu'il est un peu comme en NBA ces dernières saisons, quoi. Il est sur courant alternatif, hein. Quelquefois, il va te faire un match, il va te planter quasiment 30 pions, et puis le lendemain, il va te faire un match où il va scorer un peu moins, et puis il va rater des shoots. Et c'est là où il me fait penser un peu à Batum, hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il est en confiance, il va être incroyable. Et puis il y a des matchs où il va passer complètement à côté, et ça va également aller dans le mauvais sens pour nous, quoi. Et c'est là où je me dis, même si Gobert a été décisif sur certains matchs, là aussi, lui aussi, il m'a déçu parce que j'attendais plus de dissuasion en défense de sa part. Est-ce que quelque part, les mecs qui se sont affirmés au sein de l'équipe, bah, c'était des mecs qu'on n'attendait pas, quoi, qui des fois ont joué les fenêtres, alors que les leaders, ben, ils n'étaient pas forcément au rendez-vous. Ouais, tu les attendais à un niveau supérieur. Ils ont été à un niveau correct, hein, c'est-à-dire un bon niveau, mais ils n'étaient pas au niveau auquel on les attendait pour porter une équipe de France Exact. jusqu'à la médaille d'or, quoi. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai que c'est vrai que TLC, il a manqué, donc Timothée, il a manqué effectivement de présence. C'est dommage de voir que bah, finalement la NBA n'est pas une école qui permet de dominer certains styles de jeu. Alors évidemment, hein, FIBA, NBA ont sur des styles de jeu différents. Mais c'est vrai que là, ceux qui étaient en NBA n'ont pas saisi réellement leur opportunité, quoi. On a une équipe d'ailleurs qui est composée beaucoup de joueurs NBA, hein. Quand tu vois sur le Euh, papier, ça dépend moins qu'avant. Il y avait Fournier et Gobert. Mais après, là, il y avait pas mal de joueurs Euroleague, hein.
Après, tu en as qui sont passés par la NBA, effectivement. Ouais. Ils sont maintenant en Europe, mais c'est vrai qu'ils sont passés par la NBA. Ce qui est un point important, c'est est-ce qu'on peut dire que cette équipe de France, elle est aussi un peu sur du renouveau? C'est-à-dire que c'est un peu un entre-deux en termes de génération. Alors, il y avait Parker avant qui est parti, c'était ensuite plus Nico Batum, Nando De Colo. Là, eux se reposent pour favoriser les échéances de l'année prochaine. Est-ce qu'on n'est pas en train de voir une mutation, une nouvelle génération sur l'équipe de France, Fred? Ou je ne sais pas qui voulait en parler d'ailleurs, Christophe Si, ou... Ouais, forcément. Vas-y, Christophe, si tu veux. euh, ben, l'après Parker, il y avait De Colo. Voilà. Là, on arrive à l'après De Colo, même si on espère qu'il sera là dans les 2 ans qui arrivent. Mais on sent que il va y avoir il va manquer quelque chose. Il va manquer un créateur leader. Quelqu'un qui, même avec un jeu un peu poussif, va pouvoir sortir une passe, une action, comme le fait Nando. Et là, ça manquait sur cet Euro. Alors, on est en finale. Alors, en même temps, je dis ça, on est en finale, mais on aurait pu très bien s'arrêter en 8e. Mais là, on se serait dit, tiens, on est peut-être dans un trou générationnel. Ça tient pas grand-chose. Donc, Ça tient à quelques lancers francs. ouais, exactement, des Fred, adversaires. tu voulais rajouter un truc, Fred? Non, mais tu vas faire la transition nouvelle génération, entre guillemets, après les JO. Je pense. Tu as encore 2 ans là où voilà, tu as les grosses têtes d'affiche, on va dire, de l'équipe de France qui vont être là. Mais tu vas très rapidement, dès l'an prochain, je pense, avoir Victor Wembanyama. Pas de Joel Embiid qui est un cas à part, mais tu as Victor Wembanyama qui va incarner cette ultra jeunesse qui va prendre la main. Tu auras évidemment voilà, des Malédon, des Hayes, des Okobo qui, à un moment donné, devront, un, deux ou ces 3 joueurs devront prendre la main à l'extérieur. Voilà, ça va se faire normalement. On a un réservoir, on le voit avec les fenêtres qui est chouette. Maintenant, c'est vrai que pour aller chercher les plus grosses médailles, il va falloir qu'à un moment donné, ça prenne vraiment la main. Est-ce que Et ça serait pas le moment, je suis désolé, est-ce que ça serait pas le moment, excuse-moi, de changer de coach? Voilà, c'est avec exactement, tu vois, ah, Christophe, je te l'enlève de la bouche. tu m'as coupé, mais tu m'as coupé pour faire la bonne transition. Voilà, Alors, est-ce que Fred ou Adrien? On peut donner la parole à Adrien, tiens d'ailleurs. Adrien, est-ce que malgré les statistiques et le palmarès de Vincent Collet qu'on a pu voir sur l'équipe d'ailleurs aujourd'hui, est-ce que bon, on est à 2 ans des JO, est-ce que c'est le moment de se poser la question, éventuellement de changer de sélectionneur? Alors moi, perso, je vois que ça fait pas mal débat. Honnêtement, moi, je faisais pas partie des gens qui disaient ouais, Foltège, on n'a plus besoin de lui en équipe de France. Il nous a rapporté quand même, en plus de la médaille d'or en 2013, des médailles d'argent, des médailles de bronze. Alors, tu veux que je Mais, passe le palmarès, Adrien? Attends, je l'ai sous les yeux. Il a vas-y, 7 médailles internationales. Donc, il a une médaille d'argent à l'Euro 2011, il a une médaille d'or à l'Euro 2013, il a du bronze au Mondial 2014, à l'Euro 2015 et au Mondial 2019, et il a de l'argent au JO 2021 et à l'Euro 2022. C'est 71, quasiment 71% de victoires sur toutes les rencontres de l'équipe de France. ok. Alors, c'est clairement le coach le plus victorieux de l'équipe de France, hein, je pense que ça fait peu de doute. Mais moi, ce qui me dérange, c'est que, ok, on a gagné beaucoup de médailles d'argent, une médaille de bronze, après notamment la médaille d'or à l'Eurobasket 2013. Mais à un moment donné, moi, au bout de 3, 4, 5 fois, à un moment donné, stop, quoi. Je veux dire, si on est là et qu'on dit on va taper l'Espagne, où on est meilleur, on peut être meilleur que les États-Unis, dans ce cas-là, il faut prendre le risque de changer. Moi, je le dis franchement, moi, je lui donne encore la Coupe du Monde dans 1 an, en 2023. Et si ça ne marche pas, on change. Regardez l'Espagne. Tu vas prendre le risque. Attends, Ouais, je ouais, réagis juste à ce que tu dis, mais tu prends le risque 2023, tu prends le risque à quelques mois ouais. d'une échéance hyper importante de changer ton sélectionneur? Écoute, regardez l'Espagne. L'Espagne, avant, ils avaient qui comme sélectionneur? Ils avaient eu Pepu Hernandez, qui n'était pas resté. Je crois que c'était pour une raison personnelle. Je crois qu'il ne s'était pas fait virer. Scariolo, Hernandez, Scariolo. Ils avaient eu Orenga aussi, je crois, entre les Ah, deux. depuis 2009, il n'y a eu que 2 sélectionneurs différents pour l'Espagne.
Il y avait pas eu, il y en avait pas eu un qu'on avait battu là, Orenga ou un truc comme ça? Bah, en tout cas, la stat qui est donnée par l'équipe, c'est que le nombre de coachs différents en poste dans les sélections majeures depuis 2009, c'est un seul pour la France, Vincent Collet, depuis 2009. On a 2 pour l'Espagne, 3 pour les États-Unis, et ensuite 4 pour la Serbie, et puis plus pour Argentine, Australie, Italie, Lituanie, etc. Mais, Donc si on fait mais tu cette vois, médaille, c'est parce qu'il y a de la continuité et parce que c'est toujours le même l'Espagne, sélectionneur. l'Espagne, ils ont un mec qui gagne à chaque fois face à nous. Il est à 6-0 contre Vincent Collet. Je veux dire, quand je vois déjà les filles, elles ont perdu quoi? 5 euros basket d'affilée contre souvent l'Espagne ou la Serbie. Je veux dire, c'est ça qu'on veut donner aussi. Si on dit, notre objectif, c'est de battre l'Espagne ou d'être meilleur que les États-Unis, à un moment donné, il faut qu'on gagne. Ok, on gagne des médailles d'argent, des médailles de bronze, mais regarde, je ne veux pas oser la comparaison, mais regarde les Yougos dans les années 70-80. Souvent, ils se faisaient taper par l'Union soviétique, mais après, ils finissaient par gagner des médailles d'or. Bon, bah, c'est ce que je veux. Voilà, tout simplement. Ouais, je voulais juste te dire que, pour moi, effectivement, Vincent Collet, c'est un très bon coach et il a fait de très grandes choses. Il a sans conteste le plus grand palmarès des coachs français. Mais, est-ce qu'on n'a pas besoin de 109? Sans le dénigrer, je veux pas le dénigrer, c'est un tacticien, il a des grandes qualités. Est-ce qu'on n'a pas besoin, c'est ce qu'on voit aussi dans des clubs, hein, quand on change le coach, il y a un coup de pied au derrière qui est donné à tout le monde. Est-ce que, c'est pas ça dont on aurait besoin? Voilà. Alors moi, j'ai 2 questions. La première, c'est comment est-ce que depuis 2009, le style de jeu prôné par Collet, il n'a pas été complètement adopté et mis en place par tous les joueurs de l'équipe de France. Évidemment, hein, tous les joueurs sont passés dans toutes les sélections, enfin dans toutes les compétitions, hein. Evan Fournier et Gobert, ils ne sont pas apparus là en 2022, hein. Ça fait plusieurs années qu'ils sont là, donc ils ont eu le temps de pratiquer, de connaître le style de Vincent Collet, de pouvoir le répéter à l'entraînement, sur les matchs amicaux, les matchs de qualif, la Coupe du Monde, sur les matchs à tournoi à élimination directe. Comment est-ce qu'on en est à un point où en 2022, on n'est pas capable de réciter un basket léché, alors que ce sont des joueurs qui sont là depuis plusieurs rencontres, qui sont là depuis un petit moment? Donc ça, c'est ma première question, et Fred, tu pourras peut-être y répondre. Et la deuxième question, c'est si jamais on en venait à se séparer de Vincent Collet, qui on met à la place de Vincent Collet? Alors, il faut que ce soit un sélectionneur français, ou alors il faut utiliser un sélectionneur étranger, mais du coup, je crois que ça prend une place pour un joueur étranger. Comment est-ce qu'on fait, Fred? Alors déjà, hein, attends, je vais essayer de refaire dans l'ordre. La Le première sélectionneur partie, espagnol. c'était le style de jeu. Ma Attends, mais question, je c'est... reviens un peu en arrière. Ah Le ouais, ok, sélectionneur vas-y. espagnol, c'était Orenga entre 2012 et 2014, et c'est effectivement la seule fois où la France bat vraiment l'Espagne en compétition internationale de manière pour aller chercher une médaille. Vas-y, répète les autres questions du coup Alors, maintenant. sur ma Le question, sur 2 style. parties, ouais, ma première partie, c'était effectivement depuis 2009 et Vincent Collet. Vincent Collet, j'imagine qu'il n'a pas changé de système de jeu ou de Ouais, le philosophie de jeu style, depuis ok. Et 2009. la Et ensuite, deuxième, c'est si jamais tu te sépares de avec Vincent qui on. Collet, par qui tu mets à la place de Vincent Collet? Bah, c'était un peu Marlans, c'est-à-dire que derrière, tu n'as pas un sélectionneur naturel qui apparaît. Tu auras peut-être un Fautoux un petit peu plus tard, un Laurent Leniam, ça paraît un peu clivant pour la Fédé. Voilà, tu n'as pas un sélectionneur naturel qui apparaît derrière. Après, ce qui n'est pas simple, c'est que l'an dernier, la question ne se pose pas. Après les JO. L'an dernier, la question ne se pose pas. Vincent Collet Bah, fait deux. deuxième meilleure équipe mondiale, oui, non. Ouais, mais tu perds. Tu perds, mais Tu tu perds perds l'an contre les dernier États-Unis. aussi. Tu perds contre les Ok. États-Unis en finale des JO. Bon, c'est quand même pas le même retentissement que de Bah, t'as perdre contre perdu une équipe. contre. Est-ce que tu. J'entends depuis le début, on dit les Espagnols étaient plus forts, blabla, machin. Bah, les Espagnols, c'est pas les États-Unis d'Europe en ce moment. Ils ont gagné l'Euro quand ils sont passés à un panier de J.R. Holden, ils le gagné en 2007. Ils le gagnent en 2009. Ils le gagnent en 2011. En 2013, on les sort, mais il n'y a pas Scariolo et ils font quand même médaille. Ils le gagnent en 2015. Ok, ils ne le gagnent pas en 2017. Ils font médaille quand même. Et ils le gagnent en 2022. Pardon, Ouais, hein, mais non, mais d'accord, mais quand tu compares avec les JO, tu as l'Argentine, tu as les États-Unis, tu as d'autres nations qui peuvent s'imposer au-dessus de l'Espagne, hein. Et d'ailleurs, l'Espagne n'est pas sortie par oui, les mais non, États-Unis en mais demi-finale des non, JO. mais non, il n'y a pas de nation qui. Les Espagnols sont champions du monde. Les Espagnols sont champions du monde. Les Espagnols ont fait 2 finales de JO. Il y a... Les Espagnols sont la deuxième nation mondiale actuellement. Et que la France soit passée
au jeu, c'était magnifique. Ça a tenu aussi au fait que, d'une certaine manière, tu as eu le tirage au sort qui est placé l'équipe de France dans la poule des États-Unis et qu'on a eu zéro chance de les battre qu'on a eu zéro chance de les affronter en quart. En quart, les États-Unis ils ont affronté l'Espagne et ils les ont tapés. Donc, en fait, ça me gêne pas parce qu'on peut en parler. Vincent Collet, je pense il est habité par cette mission équipe de France. Il est habité par les JO. On l'a vu dans les différents reportages et dans les différentes interviews qu'il a données après. Voilà, lui, c'est, je pense, son objectif ultime. Et je pense que la question se posera sûrement au sortir des JO. Et voilà, là, je pense que c'est trop tard. S'il faut changer, effectivement, c'est maintenant et pas après la Coupe du Monde 2023. C'est trop tard. C'est soit maintenant, soit après les JO. Si tu lances Vincent Collet sur le cycle Coupe du Monde JO, voilà, il faut faire les deux compétitions. Après qu'il n'y ait pas un style de jeu qui soit appris, récité depuis des années, c'est quoi le style de jeu en France? C'est la défense et du jeu rapide. Là, on a été défensivement inconstant, mais globalement, on a quand même bien essayé de défendre. Mais on n'a jamais pu mettre à profit les ballons de relance ou trop peu. Pourquoi, comment? J'ai besoin de revoir les matchs à froid ou un peu plus sans les regarder pour le résultat que pour analyser ça. Mais et puis on s'est adapté. Les premières années, tu parlais, il y avait Parker et tout le monde parlait de Parker dépendance. C'est pas le même jeu aussi entre Tony Parker, Nando De Colo et Van Fournier. Donc il faut aussi à chaque fois rebâtir avec des joueurs qui ne sont pas les mêmes. Cette année, on a oublié vite aussi que la sélection s'est faite aussi à cause des blessures. Il n'y avait pas de Franck Nikina. Andro Albici et Moustapha Fall, ils sont revenus au dernier moment. Et je ne sais pas si c'était un choix qui était bon ou pas. Ça a privé aussi de Isaiah Cordigné. Voilà, il y a plein de considérations comme ça qui font que c'est pas facile de répondre à la question est-ce que Vincent Collet doit partir. Après, je suis d'accord sur le côté 109, peut-être un petit peu, qui effectivement manque peut-être à cette équipe de France, même si dans le staff, voilà, au fur et à mesure des années, tu as ajouté Pascal Deladieu, tu as ajouté Laurent Foirest, tu as ajouté Boris Dio en super grand frère, GM, directeur des équipes de France. Voilà. Mais il faudrait peut-être poser la question aux joueurs, mais je ne sais pas s'ils répondraient, ils répondraient directement. Et si jamais tu étais amené à le remplacer, alors j'ai bien entendu tout ce que tu disais comme argument, c'est tout à fait entendable. Mais qui tu mets à la place? Vas-y, Adrien, pardon. Ouais, juste l'Espagne, j'ai regardé. Alors au début, en 2006 et 2007, ils ont Pepou Hernandez. Donc là, ils sont déjà champions du monde et médaille d'argent à l'Eurobasket. Ensuite, il y a eu Renezes, mais c'était qu'une seule année. C'était aux Jeux Olympiques de 2008. Scariolo de 2009 à 2012 déjà. Orenga 2013 et 2014. Et ensuite, c'est Scariolo de nouveau. Donc, ils ont eu quand même 3 sélectionneurs entre-temps qui n'ont peut-être pas été conservés pour des raisons diverses. Mais tu vois que ça continue à gagner, quoi. Mais le plus victorieux, ouais, c'est clairement Scariolo. Ça, c'est incontestable le fait que Scariolo soit un sélectionneur et un coach de très très gros niveau, de très grand talent. Si jamais là, Il devrait se faire sortir des matchs plus souvent. T'as dit quoi? Mais qui devrait se faire sortir des matchs plus souvent. Oui, c'est vrai qu'il est assez agité. Il est assez agité sur le bord du terrain. Je reviens à ma question avant qu'on passe aux autres équipes de cet Eurobasket. Et je parle, c'est un débat hypothétique, évidemment, puisque tu le disais, Fred, le moment est, à mon avis, un peu mal choisi pour décider de mettre fin avec la relation avec Vincent Collet, surtout à l'approche des JO 2024. Mais si jamais tu devais être amené à le remplacer, alors que ce soit en 2024 ou une autre année, mais qui serait intéressant pour l'équipe de France? Parce qu'une personne du staff de Vincent Collet, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment très opportun, puisque c'est le même style de jeu, c'est la même philosophie qui est prônée. Est-ce qu'un sélectionneur français qui évolue en Betclic aujourd'hui apporterait une vraie nouveauté, un vrai 109 sur cette équipe de France? Est-ce qu'il faut aller chercher un sélectionneur étranger? Est-ce qu'il y en a un des trois qui veut... Je pense que la Fédé n'ira pas chercher à l'étranger. C'est trop important, c'est ta vitrine absolue pour aller chercher un sélectionneur étranger. Ce serait une idée, bonne, mauvaise,
j'ai pas d'avis spécialement là-dessus. Ça pourrait se tenter. Je pense que la Fédé n'ira pas politiquement. Voilà, par rapport aux sélectionneurs, aux entraîneurs français, c'est pas un bon message. Tu dis, il y en a aucun qui est compétent. Après, on peut se dire aussi, moi, ce que je t'ai dit tout à l'heure, je vois pas qui pour l'instant a l'aura pour le reprendre, effectivement. Donc, ça peut aussi se dire, bah, pour l'instant, il y a personne. On met un mec sur une mission de 3 ans et après, on mettra un sélectionneur français. Mais tu prends pas un mec en lui disant, t'es gentil, mais dans 3 ans, on est en France, on met un Français. Moi, alors, je pense que effectivement, je pense que ça se fera pas de toute façon. Je pense qu'on va continuer jusqu'au JO, ça c'est certain. Après, en France, je vois pas. Il y a 2 ans, j'aurais dit, Laurent Le Niam, mais j'ai l'impression que il est plus tout à fait, en odeur de sainteté. Et je vois pas, peut-être essayer Pascal Donadieu. Moi, ça me choquerait pas d'aller chercher un coach étranger. On a des coachs en Euroleague qui font du bon travail. Heu, oui, ça me choquerait moins, je ne vais pas aborder ce débat, mais ça me choquerait moins d'avoir un coach étranger plutôt que Joel Embiid. Parce qu'il me semble que c'est ça, hein, c'est si tu prends un coach étranger, tu peux pas avoir non plus. Enfin, tu renonces à une place de Ah bon? naturalisé, non? Non, je sais D'accord. Non, pas. non, non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas du Oh, tout. non, Alors, non, 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 j'ai je dit te de la rends merde. quoi? J'ai dit de la Non, merde. non, Scariolo est italien, ça change Italien, ouais. rien pour Non, l'Espagne. mais aucun problème. J'ai dit de la merde. On passe. Du coup, non, Bah, mais effectivement. Ouais, vas-y, Christophe. p p là, s'il fallait que je te donne un nom de coach français, je dis peut-être Fotou, peut-être Donadieu. Voilà, mais il y a pas effectivement un nom qui ressort, qui est évident, c'est sûr. Et c'est tout, mais il n'y a pas un nom avec un style de jeu qui est clairement au-dessus du reste, quoi. Tu vois, c'est ça qui. C'est quel. Il y a des noms que tu soulignes, hein, Donadieu, Fotou, etc. Mais en revanche, le style de jeu qui est prôné par leurs équipes, il ne s'impose pas. Il est pas ultra dominateur. Est-ce que ce qui nous manque, c'est pas un peu plus le côté meneur d'hommes? Grande gueule? Est-ce que c'est pas là que le bât blesse, en fait? Du coup, parce qu'on voit bien qu'il y a des choses qui passent plus. Quand on parlait des balles perdues, que Collet n'arrive pas à faire passer, à régler le problème. Est-ce qu'il y a pas un discours qui passe plus, Bah, un manque Donadieu est dans le staff, d'autorité? hein. Oui, Donc, mais Après, tu vois, tu peux crier autant que tu veux, tu peux avoir comment dire, toutes les solutions tactiques que tu veux. Quand il y a Bouzélé, il s'arrête près de la ligne médiane et qu'il envoie le ballon à 2 mètres de Thomas Hurtel en pensant qu'il allait venir l'aider, tu peux rien faire. Tu vois ce que je veux dire? ouais, Tu n'as pas de solution tactique, enfin, pour annihiler une balle perdue comme ça. pourtant il fait pas ça au Real Madrid. OK. Prenons Pablo Lasso. Ouais, en plus ça tombe bien, bon, il s'est libéré. bon, c'était un. Non, mais t'as pas de sélectionneur français qui, aujourd'hui, a la crédibilité, Non, les titres qu'avait tout à fait, Vincent Collet quand il a pris l'équipe en 2009. tout à fait. Vincent Collet était, 2 titres de champion de France. Un ou deux. à l'époque 2006 avec Le Mans Non, et ouais. 2009 avec Lasvel peut-être, de mémoire, comme ça. C'est Donc oui, possible, ouais. il avait 2 titres de champion. Voilà. Quel sélectionneur aujourd'hui a 2 titres de champion? TJ Parker. Est-ce que TJ Parker, Non, Donadieu n'a qu'un seul, ouais. est-ce que TJ Parker peut être sélectionneur de l'équipe de France? Je ne sais pas. Ah, Est-ce qu'il a envie? Adrien veut répondre. pour moi, la vraie question aussi, c'est de se dire, est-ce que un sélectionneur en sélection nationale, c'est forcément un sélectionneur qui a des résultats en Coupe d'Europe ou en club? Regardez Scariolo. Scariolo, j'ai regardé dans sa carrière, à part là cette année avec la Virtus Bologne, on va dire qu'il avait une réputation en Italie, notamment en tant qu'assistant coach, à Pesaro notamment, mais il n'avait pas il a pas eu un gros palmarès en tant que coach en club. C'est après, avec les sélections nationales, l'Espagne, qu'il a réussi à confirmer. Donc, pour l'équipe de France, moi, effectivement, si c'est un coach français, je penserais peut-être à Pascal Donadieu, ouais, effectivement. Et coach étranger, je sais qu'à l'époque, ça parlait pas mal de Ettore Messina. Bon, finalement, ça ne s'est pas fait, mais pourquoi pas reprendre contact avec lui. Et sinon, moi, je pense à Andrea Trinchieri. Franchement, Andrea Trinchieri, je me dis, malgré le fait qu'il n'ait pas remporté de grosses compétitions européennes, je trouve que
je trouve que ça aurait de la gueule. Tout à fait. Il était dans quel club pour ceux qui ne sont pas des aficionados de l'Europe qui jouent? Il coach Bayern. Bayern Munich, dernièrement. Et tu vois, c'est intéressant. Les Italiens ont beaucoup de super coachs. Alors que en termes de résultats et en termes de formation, c'est pas aussi balèze que nous, quoi. Sur les 10 dernières années, clairement, c'est plus ça le basket italien, quoi. Moi, j'ai une question qui va plus loin. Est-ce que, alors évidemment, je pense que c'est une question de rémunération, mais est-ce que le sectionnaire de l'équipe de France ou le sectionnaire d'une équipe nationale doit être coach d'une équipe en parallèle? On le voit avec l'équipe de France, hein, Didier Deschamps, au foot, il n'est pas entraîneur d'une autre équipe en même temps, hein. C'est vrai. Alors après, ça, je crois que ça dépend les pays, hein. Je crois qu'en Espagne, au début, je crois que l'Espagne, ils ne voulaient pas qu'ils coachent en même temps les clubs, ou je peux me tromper. Mais maintenant, ça a dû changer parce que Scariolo coach la Virtus Bologne, de toute façon. Je pense que ça ferait. Enfin, Collet me paraît fatigué quand même. Ça ne doit pas être évident de mener les deux de front. Et alors même si il est près de Paris, je pense qu'effectivement, s'occuper que, surtout quand tu as une équipe à coacher, une sélection où chaque année voilà, tu vas au bout des compétitions. Je pense qu'effectivement, il serait souhaitable que il ne s'occupe que de ça. Je le trouve pas mal fatigué, hein, pour être honnête. C'est ce qu'il fera en 2023. Oui. Pour 2023-2024. Tout à fait. Donc voilà, C'est parce que prévu. l'échéance je pense voilà, l'échéance est trop importante. Mais je trouve ça encore, dommage qu'il le fasse. Je trouve ça dommage qu'il le fasse que pour ça. Si tu c'est t'ennuies, hein. important, bah, tu t'ennuies, d'accord, mais Alors tu as le enfin, temps d'aller voir les mecs aux États-Unis, tu as le temps de faire ci, tu as le temps de faire ça, mais le temps est long. C'est des gens qui marchent aussi à l'adrénaline comme tout le monde, comme les joueurs, enfin, comme tous les sportifs professionnels. Voilà, c'est une drogue les matchs aussi, hein. Donc tu as besoin d'avoir ça. Je comprends qu'il ait eu besoin d'avoir ça, de rester aussi et de travailler tout simplement, de ne pas arriver sur des matchs plus tu vois de matchs, plus ta situation aussi, ou plus tu coaches de matchs, plus ta situation où tu peux trouver des similitudes. Tiens, ça s'est passé comme ça en saison, j'ai réagi comme ça. Est-ce que j'ai bien réagi? Est-ce que j'ai pas réagi? Plus tu coaches de matchs, plus tu as des solutions, je pense. Après, oui, mentalement, je me demande comment il fait. Parce que là, voilà, tu fais l'Euro, tu prends 20 jours d'adrénaline maximum, plus toute la prépa, plus les matchs de qualif avant, et tu dois te replonger vendredi, si ma mémoire est bonne, dans le championnat, puisqu'il joue avec Gravelines, avec Boulogne. Zéro vacances. Waouh, mentalement, est-ce qu'on peut parler du fait qu'il ait perdu 5 finales de GPI, de Betclic, ce que tu veux, de Pro A, et qu'en plus de ça, il perd 3 finales avec l'équipe de France? Même il mentalement. en gagne 2 en Betclic, il en gagne une Ça fait 3 sur. Attends. 1, 2, 3, 4, 9. 9 plus 2, 11. Sur 11 finales, il en perd 1, 2, 3, 8. Je sais pas, hein. Je te dis juste que quand même le ratio est quand même sacrément Après, tu négatif, peux à quoi. chaque fois regarder, tu vois. Est-ce que tu peux gagner la finale des JO l'an dernier? Non, Oui, mais c'est pas ce que je veux. Oui, ok. Non, mais clairement, je suis entièrement d'accord sur certaines compétitions, etc. Mais c'est juste que je te dis que psychologiquement, même si tu sais que face à l'Espagne, face aux États-Unis, tu as peu de chances de l'emporter, c'est quand même une échéance qui ne va pas jusqu'au bout. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas ne pas y penser. trouve-moi une seule personne qui aime perdre. Ah non, N'importe mais quoi. Qui aime perdre? je Personne. ne dis même pas ça. Je te dis juste que psychologiquement, ça doit peut-être commencer à travailler un petit peu. Tu vois? Possible, ouais. C'est une petite charge quand même. Tu vois? Évidemment, tu perds des finales, tu as des titres qui t'échappent, tu vois les autres célébrer. T'as pas été énervé dimanche soir quand tu as vu l'Espagne monter sur le podium, toi? Je l'ai même pas regardé. Voilà, on est d'accord. Pareil, Moi non j'ai plus, je éteint. l'ai pas regardé. On a tous éteint, je pense. Je pense qu'il y a eu une Mais petite. moi, j'ai fait courant alternatif, hein. C'est-à-dire que je venais toutes les 2 minutes, je voyais le score, je voyais -3, putain, trop stylé et tout. 40 secondes, -12, j'ai fait bon, allez, c'est bon, je vais faire autre chose. Non, j'ai quand même regardé Oui, plus que ça, hein. je pense qu'il est. Voilà, tu as aussi l'expérience d'être capable de. Oui, tu as perdu une finale pendant un jour, 2 jours, 3 jours, bah, tu vas y retourner. Après, tu oublies chaque épreuve dans la vie. Tu sais très bien que quand tu prends une grosse claque, tu as mal un moment, et puis au bout d'un moment, le temps fait que
elle s'estompe un peu, tu l'as toujours, mais elle est plus loin. Donc, il doit y penser, mais tu fais aussi, j'ai été aussi capable d'en gagner. Pourquoi j'en regagnerais pas? C'est pas comme s'il était à 0 sur 10. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois, oui, il y a un déficit en finale, clairement, pour lui. C'est une évidence factuelle de chiffres, mais je suis pas sûr que ce soit impactant pour lui. Ou tu vois, là, est-ce qu'il y a une malédiction contre l'Espagne aussi? Tu peux le voir comme ça. Je sais pas. Je pense qu'il sait s'en remettre. Il a l'expérience pour s'en remettre. Après, je me dis, ça va peut-être faire sourire ce que je dis, mais si jamais Scariolo dit je vais un peu arrêter de coacher l'équipe d'Espagne pour coacher plus en club et tout, et qu'on peut le récup, peut-être que ça sera Scariolo le prochain coach de l'équipe de France. On peut avoir des surprises. Hein. Tu Je crois, toi? signe. Tu crois pas, mais je signe. Il y a peu de chance. Il y a quand même peu de chance, à mon avis. S'il va entraîner une section nationale, ce sera l'Espagne, et puis c'est tout. Hein. Si à un moment il décide de faire une petite coupure, de faire une pause, et puis il se dit tiens, je vais revenir en équipe nationale, et puis on va le chercher, on lui propose, il dira peut-être pas non. Vous êtes méthode Kevin Durant, quoi. En fait, Kevin Durant aux Warriors. On associe le truc, quoi. Moi, je veux le battre, Scariolo. Moi, je veux le battre, Scariolo. Ouais, aussi. Moi, je veux le battre. Ok. Pourtant, il pensait avoir perdu, hein, parce qu'il a annoncé battre la France, ça serait comme grimper l'Everest, je sais plus, il a dit quelque chose. Oui, Oui, d'accord. Vous aussi, vous avez remarqué qu'il dit ça à chaque fois? Oui, c'est un très très bon communicant. Ils sont forts. Aussi. Italien, hein. Bon, messieurs, on va changer parce que là, on a passé on a passé 1 heure en fait sur la France et sur Vincent Collet. Hein. C'est tout le podcast qu'on avait dédié. On avait dit 1 heure, mais c'est pas grave. On va enchaîner. On va peut-être pas faire long. On va peut-être plutôt faire un tour de table pour savoir quelles sont vos très bonnes surprises de cet Eurobasket. Quelles sont les équipes qui vous ont un peu plus déçus. Hein. Évidemment, on imagine que c'est les grosses équipes qui se sont fait éliminer rapidement dans le tournoi sont celles qui vont être nommées. Et puis surtout vos coups de cœur sur l'Eurobasket. Adrien, si tu veux commencer. Ok, moi dans mes top équipes, l'Espagne déjà. L'Espagne, voilà, ils ont déjoué les pronostics. Tout le monde disait que ça allait être l'équipe la moins forte. Et puis finalement, ils sont encore champions. Et sinon, l'Allemagne a fait forte impression, c'est vrai. Au final, ils sont médaille de bronze. La Pologne, alors la Pologne, j'ai kiffé. Hein. Voir une équipe où il y a Ponitka qui joue en Euroleague, mais tous les autres joueurs, ne serait-ce que les fans de NBA, sont quasiment des inconnus, même si moi je les connaissais. Déjà, le coach, il coachait dans une C4 européenne en FIBA Europe Cup. Donc, voir qu'ils ont réussi à aller jusqu'en demi, même s'ils terminent 4e, moi je dis c'est super pour eux. En plus, non seulement ils ont battu la Slovénie, mais contre l'Allemagne, je croyais qu'ils allaient se faire taper avec un gros écart. Au final, ils n'ont pas été ridicules. Ils proposaient du jeu des fois. Donc la Pologne, chapeau. Et sinon, après, j'ai noté quelques pays. La Finlande, là aussi, ça progresse. L'Italie, j'avais prévenu, mais l'Italie, ils ont battu la Serbie quand même. L'Ukraine, le Monténégro, la Belgique. Tu vas nous citer toutes les équipes, en fait. République tchèque, ça c'est les équipes qui ont surtout été en 8e, mais tu te rends compte qu'au final, les grosses teams, elles ont galéré quand même en phase finale. Hein. Même en phase finale. Hein. La Grèce face à la République tchèque, ils ont eu du mal. Hein. Il a fallu attendre la fin de match pour que Yanis soit clutch, quoi. Parce qu'après, les flops, la Turquie, je les ai trouvés hyper décevants, ne serait-ce qu'en poule. Après, oui, heureusement qu'on les a battus, tant mieux pour nous. Serbie, alors là, j'étais surpris. Je ne m'attendais pas à ça. Et puis après, en ce qui concerne les autres équipes, la Lituanie, ouais, mais je pense qu'ils se sont fait un peu voler par l'arbitrage. Hein. Parce que entre les lancers qui leur ont pas été accordés face à l'Allemagne et l'antisportif, soi-disant antisportif de Brasdeiki, je pense qu'ils se sont fait voler. Mais la Grèce, je ne suis pas surpris. Je trouvais que ça tournait souvent autour des mêmes joueurs. Yanis et Tyler Dorsey. Et la Slovénie, peut-être aussi, là, ils se sont un peu trop appuyés sur Luka Doncic. Mais pour le reste, honnêtement, l'Espagne, c'est pas vraiment une surprise, même s'ils avaient un roster moins balèze. Finalement, tu retiens les 3 équipes qui sont arrivées dans le dernier carré avec la France, quoi, finalement. En grosse surprise. Après, je sais que tu as été grand fan de la Finlande.
avec Lauri Markkanen, évidemment. Je sais que dans la discussion WhatsApp, tu n'arrêtais pas d'en parler à chaque fois qu'il jouait, quoi. Donc, Ah ben la Finlande, ouais, ton c'est énorme. équipe, ça, c'est ton équipe coup de cœur, ça, la Finlande. Mais tu vois, non mais pour dire, on critique quelquefois la FIBA, je veux dire, et ils sont parfois critiquables, hein. Mais par rapport au fait d'avoir le discours, le basket progresse dans pas mal de pays. Déjà, tu vois la Finlande et la Pologne, comment ils ont joué, c'est incroyable. Tu vois même dans les compètes jeunes, des pays comme le Portugal maintenant et tout, alors qu'avant, on les voyait jamais, ces pays-là, dans ce genre de compète. Donc oui, le basket, même avec l'influence de la NBA, c'est vrai, mais le basket s'est structuré dans pas mal de pays, a pas mal progressé. Donc moi, je dis tant mieux. Eh bien, ce sera une équipe à suivre, du coup, pour toi, la Finlande, pour les prochaines compétitions. Fred, si tu Exactement. veux, si tu veux nous faire ton petit tour. Je vais essayer d'être moins exhaustif ou de choisir plus prosaïquement. Peut-être dire un mot de l'Ukraine, vu les circonstances actuelles en Ukraine qui arrive quand même à ramasser 3 victoires en phase de poule. Ils ont battu la Grande-Bretagne, c'est pas une surprise. Ils battent l'Estonie d'un point, c'est pas une surprise. Ils battent l'Italie, quand même, qui voilà. Après, ils perdent contre la Grèce et la Croatie. Et ils perdent contre la Pologne en 8e. Mais voilà, l'Ukraine a fait un bel Euro. Le reste, Adrien a pas mal couvert. Oui, Markkanen en individualité. Schroeder aussi, voilà, qui a cherché à se relancer, qui a quand même été très très fort sur cet Euro. Et, William Gomez, MVP. Tu as fait succinct, Fred. C'est bien. Oui, mais tu vois, il a couvert beaucoup, Adrien. Donc voilà, tu veux les déceptions peut-être, parce qu'on n'a pas du tout Allez, parlé. mais oui. La Serbie, c'est incroyable. La Serbie qui n'arrive plus à avancer dans les tableaux, quoi. Pas au JO, éliminé en quart à la surprise générale au mondial, éliminé en 8e par l'Italie qui a pris un coup de chaud là et qu'ils ont été incapables d'endiguer. C'est voilà. On parlait de la médaille d'argent de l'équipe de France, on n'est pas content. La Serbie, ils se sont fait désosser en 8e et terminé, quoi. Alors qu'ils ont Jokic, que on a annoncé qu'elle allait marcher sur l'Euro. Bon, non, quoi. La Grèce, un peu moins décevant parce qu'il y a Yanis, on n'était pas sûr que, tu vois, prétendant aux médailles évidemment, mais tu fais en quart, ils pouvaient se faire sortir. La Slovénie, ils ont fait un gros péché de suffisance contre les Polonais, mais Doncic était plus que sur une cheville, donc ça commençait à être difficile pour eux qui sont, ouais, Doncic dépendants. Après, on peut sortir le match de Luka Doncic contre la France parce qu'il est exceptionnel, parce qu'il est extraordinaire et que c'est une 43 performance points, non? t'en mets un peu plus, 47, 47, 47. Ouais, 47. et dont on se souviendra, je pense très longtemps dans cet Euro. Mais le niveau global de cet Euro, les matchs qu'ils nous ont offerts étaient franchement génial. Il y avait quoi? Un Allemagne-Lituanie au premier tour, le Lituanie-Espagne en 8e qui va en prolongue est assez fou. Les Espagnols qui sont à un tir à 3 points de se faire sortir, hein. Je sais plus si c'est Grigonis ou le Lituanien qui prend le tir à 3 points en 8e contre l'Espagne à 1 seconde ou 2 secondes du buzzer, mais il est juste un peu trop long. Et l'Espagne est à rien de se faire sortir aussi. Donc voilà, les matchs ont été vraiment chouettes. Toute la phase finale est chouette. Donc très très bel Euro. Mais est-ce que le plus gros match de cet Euro n'est pas finalement un match de poule? Il me semble que c'est un match de poule. C'est pas Serbie-Grèce? Ils se sont Il pas n'y joués. avait pas Serbie-Grèce Ils se Non, il n'y avait sont pas de joués Serbie-Grèce. en qualif du monde. Ouais. Non, il y a eu un match absolument monstrueux dans cette Tout à Eurobasket fait. où tout Tout le à monde est fait. sorti de là en se disant que c'était le match. Allemagne, Allemagne-Grèce. Ouais. Allemagne-Grèce. Allemagne-Grèce. ouais, je Bon, crois que c'est ça, ouais. C'est le pour tous quart ceux de finale. qui, voilà, pour tous ceux qui ne l'ont pas vu, pour tous ceux qui se disent j'ai envie de regarder un match dans cet Euro, bah, regardez Allemagne-Grèce. Ou Allemagne-Espagne aussi, non? C'était pas aussi un gros match, Oui, Allemagne-Espagne? oui, c'était au grand match, mais vraiment le Allemagne-Grèce, il est fou parce que les Allemands de mémoire font 15-23 à 3 points et qu'il y a Spoil. Oh, 61, le spoil ouais, énorme. gros spoil il y a 6 jours, qu'il y a 61-57 à la mi-temps, il y a un tir à 3 points au buzzer de la mi-temps de la ligne médiane de Slukas. Enfin, la première mi-temps, elle est exceptionnelle. Ça rentre de partout. Ça rentre de partout. Il y a 61-57 à la mi-temps.
c'est pas un Eurobasket, c'est pas possible. C'est pas l'Eurobasket que je connais. Oui, c'est peut-être le match de l'Euro, même si vraiment il y a eu quelques matchs assez merveilleux. Le Allemagne-Espagne en demi, le Allemagne-Lituanie en poule. Dans la poule de la France, était fou. C'était vraiment une poule de folie quand même pour l'équipe de France. C'est vraiment une poule très très forte. Voilà. Donc il y a eu des matchs de très haut niveau, avec des stars. Voilà. Elles n'étaient pas en demi, mais Yanis, Antetokounmpo, Luka Doncic ont vraiment éclairé cet Euro-là. Et finalement, c'est un mec un peu caché qui vient chercher la timbale avec Julian Gomez. Christophe, tu veux rajouter quelque chose ou pas? Euh, en top, l'Allemagne, bien sûr, alors, la Finlande et notamment son coach Tuovi, Lassi Tuovi. Voilà quelqu'un que pour du 109, je le prends sans problème. Coach de Strasbourg, non? Ouais. D'ailleurs, il était assistante collée, si on veut une forme de continuité, voilà. Ensuite, au niveau des joueurs, donc Doncic, Markkanen, j'ai noté Vezenkov, Musa et Fontecchio. Fontecchio qui a vraiment été très impressionnant. Bravo à la Belgique d'avoir réussi à prendre un match à l'Espagne. Un peu triste pour la Lituanie qui perd beaucoup de matchs de peu. Je crois que de toute façon, toutes les défaites sont sur les fins de match. Et puis, pour revenir sur la déception Serbie-Grèce, j'ai l'impression que la mayonnaise a du mal à prendre quand on a une ultra star, un joueur ultra dominant dans une équipe. Je me demande si autour, tous ces joueurs d'Euroleague, notamment en Grèce, là, qui sont vraiment des joueurs très forts, les Calates, etc., s'ils sont pas finalement, par effet de levier, ils sont pas un peu en dedans. Pareil pour la Serbie, tout ce qu'il y avait autour de Djokic, c'est monstrueusement fort. Nous, on les voit toute l'année en Euroleague et là, très, 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 très déçus. Donc voilà. Et puis Doncic, c'est un peu un cas à part. Moi, je pense que Doncic a une équipe autour de lui qui fait que c'est la meilleure équipe possible pour qu'il puisse gagner. Le seul problème, c'est que quand lui est un peu moins bien, et Mike Tobey qui est un peu moins bien aussi à la fin, c'est devenu plus compliqué. Voilà. La Lituanie, ils ont perdu de 7 contre la Slovénie, de 4 contre la France, de 2 contre l'Allemagne en double prolongue. Ils battent la Hongrie largement, ils battent la Bosnie assez largement aussi. Et ils perdent de 8 contre l'Espagne, mais en prolongue. Ouais. C'est triste. Voilà. Est-ce que vous voyez la Slovénie faire mieux un jour? C'est quoi mieux? Mieux qu'une demi au JO, je sais pas, un titre, une médaille d'argent, une médaille d'or. Ils ont été champions en 2017. Est-ce que tu les vois par Depuis exemple 2017. Depuis 2017. Depuis 2017, le mondial, ils sont Parce que Doncic, il n'était pas en qualifiés. 2017. Si, Doncic était. Si. C'est Dragic déjà qui est le. Il se blesse d'ailleurs sur la finale. C'est Dragic qui est le fer de lance de l'équipe. MVP, Mais ouais. Doncic, il doit être à 9 points, 8 passes, 7 rebonds sur le il était tournoi. il était dans le 5 de la compétition d'ailleurs, Doncic. Donc, Dragic. non, mais la Slovénie, ils sont là pour 10 ans avec Doncic. Pas de problème. Et on les retrouvera sur la route des Français sans aucun souci. Je pense. Voilà. Je ne sais pas où ils en sont dans leur groupe de qualif Coupe du Monde exactement. Il me semblait qu'ils étaient pas trop mal, mais je vais dire une bêtise. Voilà, mais ouais, à l'Euro, ils seront là. S'ils arrivent à passer ces fenêtres qui les pénalisent énormément, eux, dont la sélection tourne autour de Doncic, bah, chaque compétition internationale, ils seront pas loin du podium. Il faudrait juste qu'il apprenne à s'économiser un peu pour en garder un petit peu sous le pied pour les quarts et les demi, quoi. Le problème, c'est qu'il faudrait qu'il joue moins de matchs en NBA aussi. Il faut qu'il se fasse sortir vite dans les playoffs. Ce qui n'est pas le souhait de tous les fans de Dallas, évidemment. Adrien, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette Eurobasket, sur l'ensemble de l'Eurobasket? Non, écoute, on a tout dit. Sur la Slovénie, moi, ce qui me dérange avec Doncic, c'est que malgré le fait que l'arbitrage était cata à l'Euro, faut quand même le dire, c'est que les Slovènes sont souvent trop dans le côté, ils se plaignent des arbitres, ils sont jamais contents. Il suffit de voir Doncic, hein. À chaque fois, il veut aller flopper ou
essayer de chercher une faute. Je trouve effectivement que maintenant, les stars NBA, même dans les Eurobasket, même dans les compétitions internationales, sont parfois un peu protégés. Tu vois. Yanis, je trouvais que des fois, il a fait un peu trop facilement de fautes pour lui, quoi. Et même si, encore une fois, je dis, j'ai trouvé que l'arbitrage était cata dans l'ensemble, hein. Pour moi, la Lituanie, ils se sont un peu fait voler sur des décisions arbitrales, hein. Mais pour moi, effectivement, maintenant, pour moi, Antetokounmpo, si s'il n'a pas certaines fautes, tu vois que dans le contexte FIBA avec la défense de zone, parce qu'il n'y a pas la règle de 3 ou 5 secondes en défense, comme en NBA, 3 bah, secondes, il ouais. galère. Quand tu lui fais des prises à 2, des prises à 3, il galère. Donc, tu vois, les stars NBA, elles ont beau être là dans cet Eurobasket, elles font des perfs, ben, c'est pas pour autant qu'elles vont au bout. Et c'est vrai que la Serbie, ça m'a surpris parce que je trouvais qu'ils avaient une alternance dans le jeu, beaucoup plus que la Grèce ou la Slovénie. Mais il y a eu un ou deux matchs en poule. Alors, je ne sais plus si c'est. Il faudrait que je revisionne. Je ne sais plus si c'est contre la Finlande ou la Pologne, où il y a déjà un petit moment de flottement comme ça. Et je crois que c'est quand quand Jokic est sur le banc. Donc, ouais, la Serbie, j'étais un peu plus surpris. Mais sinon, je trouve que tu ne peux pas t'appuyer forcément sur une méga star. Et l'Espagne l'a prouvé, hein. L'Espagne, les frères Hernan Gomez, ce n'est pas des méga stars NBA, c'est des bons joueurs, mais c'est pas NBA, ce n'est pas des superstars. Ben, ils arrivent quand même à aller au bout. Et regarde l'Allemagne et la Pologne, hein. Ouais, voilà. Regarde la Finlande, hein, Markkanen à NBA. Markkanen et Schroeder à NBA, c'est des mecs qui ont eu 2-3 bonnes saisons. Mais après, ils sont tout le temps blessés ou alors ils ont un rendement, mais pas aussi fort il y a quelques années. Ben, en FIBA, ils s'éclatent. Et par contre, à l'inverse, regarde Gobert, regarde Domantas Sabonis, extrêmement décevant avec la Lituanie. Ben, c'est des mecs, c'est des stars NBA et en FIBA, ils n'y arrivent pas. Tu vois c'est là où c'est pas le même monde. Même Et Fournier. on en Même revient à Fournier. cette, Ouais. on en revient à cette entre guillemets guerre FIBA NBA et cette différence de jeu, effectivement. Messieurs, je pense qu'on a fait le tour de cet Eurobasket. Pour tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui sont allés jusqu'au bout de cet épisode et de cette émission, n'hésitez pas à interagir avec nous, hein, sur Twitter, nous envoyer des petits messages, nous dire quels sont vos tops, vos flops, quelles sont les équipes que vous avez préférées, le match que vous avez préféré regarder, quelles sont vos déceptions de l'équipe de France ou les déceptions ou vos coups de cœur de la compétition. On sera ravis de pouvoir échanger avec vous. Je sais que Adrien et Christophe sont hyper présents et adorent répondre sur tous ces sujets-là. Voilà. Messieurs, merci beaucoup. Passez une très belle soirée, parce qu'on enregistre en soirée. On se dit à très très vite, probablement pour les previews pour l'Euroleague et les compétitions européennes pour Adrien et Christophe, et la partie sur la BetClick, notamment pour Fred. Donc beaucoup d'épisodes à venir pour vous, chers auditeurs. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Bye bye. Salut.